Europe 1 Soir. 19h, 21h. Stéphanie Demuru. Et toujours avec mes deux débatteurs de la deuxième heure, Jean-Michel Salvatore et Alexandre Malafaille. Messieurs, je voulais vous faire réagir sur certainement l'un des dossiers chauds qui attend le ministère de l'économie et d'ailleurs même le gouvernement dans son ensemble en cette nouvelle année. La fonderie de Bretagne qui emploie 350 personnes à Caudan dans le Morbihan est menacée de fermeture. Alors c'est Renault qui est, on rappelle, dont l'État est actionnaire à 15%, me semble-t-il. L'ancien propriétaire est accusé d'avoir fait capoter la possible reprise par un groupe allemand. Alors c'est vrai que cette affaire prend une tournure politique parce que les syndicats maintenant en appellent à Emmanuel Macron. Pourquoi c'est intéressant ? Eh bien parce que c'est l'illustration de cette désindustrialisation, de la fermeture des usines. Je voulais d'ailleurs vous faire écouter, avant de vous faire réagir, ce qu'en disait le ministre de l'Industrie. C'était le 9 novembre dernier chez nos confrères de France Inter. Écoutez Marc Ferracci. Il est vrai qu'il y a un certain nombre de filières qui sont dans des situations préoccupantes. Vous avez passé un reportage sur la chimie, la filière automobile et en particulier les équipementiers, la métallurgie. Ces filières qui sont soumises à une très forte concurrence internationale. Ça a été dit dans votre reportage aussi, une concurrence qui n'est pas toujours très équitable parce qu'elle est très subventionnée en Chine et aux États-Unis. Et face à cela, eh bien évidemment, il y a des dossiers d'entreprises en difficulté, des annonces de fermeture de sites. Il y en aura probablement dans les semaines et les mois qui viennent. Des dizaines, des milliers d'emplois, des dizaines de milliers d'emplois. 100 000 emplois, c'est ce qu'on entend. C'est important de le savoir. Ici, je ne vais pas donner des chiffres, mais évidemment que ça va se compter en milliers d'emplois. Alors c'est sûr qu'il n'est pas très rassurant, le ministre de l'Industrie, Marc Ferracci. Est-ce qu'on doit s'attendre clairement en 2025 à une forte casse sociale, Alexandre Malafaille ? Non, mais on va payer, on continue à payer très cher des choix stratégiques aberrants. Si vous voulez créer un espace favorable au développement de l'industrie sur un territoire, qu'il soit national ou européen, il faut créer les conditions. Les conditions du développement de l'industrie, c'est d'abord une énergie pas chère. Ça, c'est quand même une condition absolument essentielle. C'est des choix politiques qui sont cohérents par rapport aux besoins du continent sur lequel vous développez et aussi des pays dans lesquels vous voulez exporter. Et on a fait n'importe quoi. Mais qui date de plusieurs mandats de François Mitterrand. Mais ça fait 30 ans, 40 ans qu'on fait n'importe quoi sur le plan de la stratégie industrielle sur ce cher vieux pays et sur ce cher vieux continent. Ça fait n'importe quoi parce qu'on a réussi à s'entendre pour faire une politique énergétique européenne commune. Donc aujourd'hui, on a une énergie qui est pas assez compétitive par rapport au reste du monde si on veut vraiment relancer la filière énergétique. Après, on fait des choix industriels majeurs en disant à horizon 2035, vous allez par exemple arrêter le moteur thermique. On va faire autre chose. Sauf que le time to market n'est pas aussi bon que ça et la compétitivité du modèle électrique voiture n'est pas non plus au rendez-vous. Donc vous n'avez pas l'appétence et la demande. Et on parle d'économie subventionnée, mais pardon, qu'est-ce qu'on a injecté comme pognon, un pognon de dingue comme dirait l'autre dans cette filière-là. On veut continuer à investir sur ces sujets. Voilà, il ne faut pas s'étonner que ce soit compliqué et pour les industriels de premier plan et pour les sous-traitants en cascade. Forcément, on va continuer à avoir de la casse. Si vous avez des moteurs thermiques qui sont fabriqués sur le continent, il faut des fonderies. Si vous n'avez plus de moteurs thermiques, il faut des batteries. C'est plus du tout les mêmes industries. Vous avez d'ailleurs une usine de batteries qui appartient à Stellantis, me semble-t-il, dans le Pas-de-Calais, qui a du mal à démarrer. Et on est revenu en Suède il n'y a pas longtemps qui vient de fermer. Voilà. Et tout ce qui se passe dans les Hauts-de-France, c'est pas très rassurant non plus. Parce que tout ça sont des choix qui ont été faits sans faire de simulation, sans se poser la question de savoir s'il y avait un marché. C'est l'État européen qui a décidé que le marché allait fonctionner comme ça. Pardon, le marché ne fonctionne pas parce que l'État le décide. Jean-Michel Salvatore. Écoutez, franchement, je m'étonne qu'on s'étonne. Parce que finalement, il n'y a rien d'illogique là-dedans. Ça fait des années qu'on nous explique qu'il y a trop de voitures en France. Ça fait des années qu'on nous explique qu'il ne faut plus rouler avec des moteurs thermiques. Ça fait des années qu'on nous explique qu'il faut rouler désormais avec des voitures électriques. Et donc, on s'avise aujourd'hui que toutes ces décisions assez dogmatiques, elles ont des conséquences sur l'emploi. La France est l'un des rares pays au monde à avoir une telle richesse en matière automobile. Nous avons trois marques françaises. Renault, Peugeot et Citroën. Bon, Peugeot et Citroën étant dans Stellantis. Bon, c'était véritablement une puissance extraordinaire, un petit peu équivalente à celle des Allemands qui ont BMW et qui ont le groupe Volkswagen. Bon, et ça fait plusieurs années que d'une façon méthodique, on est en train d'affaiblir ces groupes en leur mettant une pression incroyable pour qu'elles changent totalement de modèle, pour que ces marques changent totalement de modèle vers la voiture électrique. Alors, c'est peut-être souhaitable, mais est-ce qu'il est souhaitable d'aller aussi vite ? Et est-ce qu'il est souhaitable, dans le même temps, on accueille
quasiment à bras ouverts l'industrie chinoise qui va inonder le marché français, le marché européen quand même de mis voitures. Quelques taxes là, effectivement. Oui, mais qui va payer? C'est le consommateur qui va payer. Mais il n'empêche quand même que les voitures chinoises, que les voitures empêcher le consommateur d'acheter moins cher, malheureusement. Oui, d'accord, mais dans ce cas-là, si vous voulez, il faut qu'il y ait une certaine réciprocité. Sinon, on est véritablement les idiots utiles de la transition énergétique. On fait la transition énergétique pour notre industrie et on accueille de l'industrie étrangère subventionnée sans limite. Là, alors c'est vrai que Macron l'a un peu dit en disant il faut peut-être arrêter d'être un petit peu angélique, mais c'était un petit peu tard et c'est pour ça que je vous dis que je m'étonne qu'on s'étonne parce que ces décisions-là découlent logiquement de ce qui a été décidé depuis plusieurs années d'une façon totalement après, il n'y a pas que l'automobile, l'industrie, c'est comme je le disais, c'est une politique vieille de. L'automobile, ça pèse lourd. L'automobile, surtout en France, ça pèse lourd avec les 3 constructeurs dont je vous parlais, les sous-traitants. C'est tout un écosystème qu'on a fragilisé et c'est évident qu'on va le payer en emploi. Mais personne n'avait de vision stratégique. Quand Emmanuel Macron est arrivé, s'il avait une vision stratégique sur ces questions-là, il n'aurait pas mis, si je puis dire, en friche la filière industrielle. On a perdu dans le nucléaire, on a perdu énormément de temps. Deuxièmement, tous les gens qui nous gouvernent, que ce soit en France ou en Europe, s'ils voulaient vraiment créer les conditions d'un continent européen dynamique sur un plan de la création d'industries et d'entreprises d'avenir et de demain, auraient créé des conditions législatives, d'organisation, de droit qui aurait permis cela. Or, on a fait un choix qui est celui d'empêcher la fabrication de grands groupes, ça c'est très clair, on a beaucoup de mal parce qu'il y a toutes les lois antitrust, et ensuite on a décidé que le contrôle était l'arme absolue pour tout réguler. Et donc quand je vous ai donné un chiffre qui est quand même fascinant, aujourd'hui à l'échelle du PIB européen, on consacre 4% de la richesse européenne à faire du contrôle dans les entreprises. C'est-à-dire que le poids du contrôle c'est 4%. Voilà, donc je veux dire c'est très bien de faire du contrôle, mais ça crée pas des conditions qui permettent aux entreprises de consacrer leurs moyens sur ce qui est essentiel, c'est-à-dire la recherche et le développement, l'investissement sur ce qui rend plus compétitif, et donc vous avez moins en Europe, sur le territoire européen, moins d'investissement par comparaison dans la R&D que vous n'avez d'argent investi pour faire du contrôle en interne. C'est absurde. Il faut absolument pas s'étonner d'en arriver là, malheureusement, et on mettra du temps à s'en remettre parce que les conditions sont toujours pas réunies.